Abolition de la misère, lutte contre la peine de mort, droit des peuples, éducation gratuite, interdiction du travail des enfants, émancipation des femmes, création des États-Unis d'Europe. Victor Hugo incarne un 19e siècle qui fut l'antichambre de notre monde, et ses combats reflètent une pensée remarquablement visionnaire. Compte tenu de l'évolution du monde, il y a des poèmes qui sont d'une modernité, d'une actualité, mais absolument stupéfiante. Vous lisez, alors oui, ça c'est contre le stalinisme. Ça c'est contre la guerre d'Irak. Ça c'est pour l'écologie. Ça c'est contre le néolibéralisme et l'économie financière. Vous êtes absolument... c'est sidérant. Et ça c'est le côté poète, le côté visionnaire, le côté imaginatif qui se projette. « 20 ans d'exil et 83 ans d'existence dans les méandres d'un siècle en révolution vont métamorphoser ce gamin monarchiste en patriarche de la République. » Hugo, il disait moi j'oscille entre la civilisation et la révolution. Quand l'ordre est en danger, il faut faire attention, il faut sauver la civilisation et la liberté. Quand l'ordre est trop établi, il faut remettre un peu de révolution parce que sinon, voilà, on va vers trop peu de liberté. Bon, à mon avis, il était pour un réformisme radical, Hugo. Il avait peur des révolutions, mais il était pour un réformisme radical. À 28 ans, Victor Hugo est une star. L'auteur du Dernier jour d'un condamné et d'Hernani attaque un nouveau roman, Notre-Dame de Paris, où il met en scène un peuple pittoresque et médiéval. Plongé dans sa création, Hugo ne voit pas le véritable peuple faire la révolution sous sa fenêtre et lutter pour l'avènement d'une république. Manœuvrées par la bourgeoisie, ces journées de juillet aboutissent à une monarchie libérale où le pouvoir est concentré dans les mains du roi Louis-Philippe. Au début, la génération romantique veut faire surtout une révolution esthétique. Il ne s'agit pas de faire une révolution politique, hein. Il faut aller à l'encontre des règles classiques. Donc c'est d'abord une bataille esthétique. Figure de proue du romantisme, Victor Hugo vit dans un cocon bourgeois avec sa femme, Adèle Fouché, et leurs enfants. Pourtant, le poète est à la recherche du peuple, qu'il entrevoit sans le comprendre. Il le trouve en la personne de Juliette Drouet, une comédienne au passé de courtisane qui sera sa maîtresse pendant 50 ans. Moi aussi, j'ai à me plaindre du sort et de la société. Du sort, parce qu'il m'a jetée dans une condition au-dessous de mon intelligence. De la société qui me retranche chaque jour de la portion d'amour et de bonheur que tu partages si généreusement avec moi. J'ai besoin de ton image pour appuyer mon regard quand tu n'y es pas. Lui qui avait reçu la Légion d'honneur à 24 ans, voilà qu'il entre à l'Académie française à seulement 39 ans. En quelques années, l'écrivain flamboyant est devenu un notable installé. Mais le Victor Hugo de 1840, il se fait nommer vicomte, c'est ridicule. Tout le monde rigole, c'est ce body. Quoi, il est vicomte de quoi? Bon, il court après les honneurs, il court après les médailles, il court après les postes officiels, il est tous les soirs dans les dîners en ville, il est mondain, il va à toutes les occasions au palais. Enfin, c'est ça, le Victor Hugo. Chateaubriand, qui a été et académicien et pair de France, a dit à Hugo que l'Académie n'a pas grand intérêt, mais qu'au moins elle lui ouvrirait la possibilité d'une activité politique. Et en effet, en 1845, le roi Louis-Philippe élève Victor Hugo à la plus haute dignité du régime. Il revêt l'habit de pair de France et siège au palais du Luxembourg. Cette chambre des pairs détient un pouvoir supérieur au Sénat actuel.
Que fait le père Hugo de son pouvoir? Il prononce des discours de soutien à la Pologne et sur la protection du littoral qui ne reflètent pas vraiment les préoccupations sociales de son œuvre littéraire. À la quarantaine, Victor Hugo a tous les honneurs et il n'écrit plus. Depuis 2 ans, il traverse une crise artistique. En 1843, sa fille aînée Léopoldine s'est noyée dans la Seine. Je lève les yeux sur lui. Jamais tant que je ne vivrai, je n'oublierai l'expression de désarroi sans nom sur sa noble figure. Ses pauvres lèvres étaient blanches. Ses beaux yeux regardaient sans voir. Son visage et ses cheveux étaient mouillés de pleurs. Il ne publie plus rien après cet événement. Il ne publie pas, mais il écrit. Mais il écrit. Et il écrit même le début des Misérables. Mais ce n'est pas encore Les Misérables. Il essaye d'écrire Les Misérables. Il fait un travail formidable. Il va dans les quartiers populaires. Il note l'argot, par exemple. Il fait un travail très pointu sur l'argot employé dans les quartiers populaires. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, tout à coup, il y a eu des succès littéraires extraordinaires. Des livres à consonance sociale, populaire. Il voit bien cette mode qui monte. Et tout à coup, il se sent décroché. Il est décroché, d'ailleurs. La jeune génération se moque de Victor Hugo. Et donc, il avait écrit Notre-Dame de Paris à la manière de Walter Scott, il va écrire un roman. Il essaye, il envoie des pages à Juillet Drouet, mais il tâtonne, mais il n'y arrive pas, il va y arriver qu'en 62. Il commence une expérience très intéressante, un journal qu'il appelle « Journal de ce que j'apprends chaque jour », où il décide de raconter au jour le jour tout ce qu'il apprend quotidiennement. Hugo prend des notes sur ce peuple vivant à la lisière de la ville où les masures sont noyées dans un océan de terrain vague. À ses yeux, l'éradication de la misère ne peut venir que d'en haut, par la réforme et l'éducation. Il voit monter la colère populaire, mais pas la volonté du mouvement ouvrier de s'organiser lui-même. D'ailleurs, comment serait-il autrement? Muet, le peuple ne vote pas. Invisible, il travaille. Sur l'arc-en-ciel politique français, il commence plutôt dans les rangs conservateurs, mais il a déjà une fibre sociale. C'est pas à la fin de sa vie qu'il va devenir un homme soucieux des misérables, ou pas du tout. Je veux dire, Victor Hugo, quand il est jeune conservateur, il défend l'abolition de la peine de mort, il défend déjà les pauvres, il a déjà cette fibre-là. Il y a un texte extraordinaire. C'est qu'il est invité, comme c'est un personnage officiel, au mariage je crois que c'est du duc de Montpensier. Et il revient, et là, il voit le contraste entre ces gens emplumés, dans des beaux costumes qui reviennent après cette fête inouïe, et la foule sur les trottoirs de gens pauvres, etc., et la haine dans leur regard, la haine dans leur rumeur. Et là, il perçoit quelque chose se prépare. « 19 février. On discutait à la Chambre des pairs sur la loi sur le travail des enfants dans les manufactures. Je venais d'écrire sur une feuille « La misère amène le peuple aux révolutions et les révolutions ramènent le peuple à la misère ». Les misères sont interrompues. La rédaction du roman est interrompue par la Révolution de 1848. Il les interrompt pour cause de révolution. Il faut se mettre dans la tête des personnages de l'époque et des individus. C'est un chaos extraordinaire. On s'arrête. Surtout avec le talent d'Hugo, c'est impossible d'écrire. Donc la parenthèse, elle est normale. Les travailleurs aspirent à des avancées sociales et au suffrage universel. Muselés par la monarchie de Juillet, ils déclenchent une nouvelle révolution en février 1848. 24 février. Partout, on travaille activement aux barricades déjà formidables. C'est plus qu'une émeute. Cette fois,
C'est une insurrection. Entre le 22 et le 25 février, les classes laborieuses réduisent en poussière les anciennes structures de l'État et prennent le contrôle de Paris. Le peuple envahit le palais des Tuileries et piétine le trône de France. La Chambre des Pairs est dissoute. Place du Châtelet, j'ai entendu un homme dire à un groupe « c'est 1830 ». Non. En 1830, il y avait le duc d'Orléans derrière Charles X. En 1848, derrière Louis-Philippe, il y a un trou. Le pouvoir vacant offre l'opportunité de former un gouvernement provisoire pour une poignée de militants républicains alignés dans le sillage du poète Lamartine. Lamartine est déjà engagé en faveur de la République, et donc tout naturellement, c'est l'homme de la situation, et c'est lui qui va devenir quasiment le chef du gouvernement provisoire. Hugo est encore aux marges de la vie politique. Contrairement à 1830, le peuple ne veut pas voir la Révolution confisquée par les bourgeois. Réunis devant l'hôtel de ville, ils poussent ce gouvernement provisoire à proclamer la Deuxième République, dans laquelle les ouvriers entendent bien jouer un rôle. Leurs revendications portent sur le suffrage universel, le droit au travail, l'abolition de la misère. Le symbole, c'est le drapeau rouge. Sur le parvis de l'hôtel de ville, Lamartine incarne le poète de la Révolution, contrairement à Hugo, et parvient à imposer les trois couleurs qui conviennent à sa propre vision d'une république plus modérée. En 3 jours, la République est proclamée. C'est-à-dire que cette République qui était à peine esquissée, qui était réclamée, mais presque de manière clandestine, explose. Plus personne ne met en cause l'idée même de République. C'est ça qui est extraordinaire. Alors que très très vite, il va y avoir un ralliement massif à la République, de tout le monde. Tous les monarchistes deviennent républicains, tous, pratiquement. Vous avez le cas de Baudelaire. Baudelaire, qui est quand même un réactionnaire terrible en politique. Là, il a une phase pendant de gauchisme, pendant 3 ans, c'est terrible. Bon, Victor Hugo est un des rares qui dit non, qui refuse. Il dit, moi, j'étais contre la République hier, je ne suis pas pour la République aujourd'hui. Il refuse absolument. J'étais hier pair de France, j'étais hier pour la Régence et la liberté me paraissait compatible avec la monarchie. Il ne peut pas tourner sa veste comme ça et devenir du jour au lendemain un républicain. Et il se définira lui-même comme un républicain du lendemain. Cela dit, la République lui paraît tout de même le régime de l'avenir. La République universelle sera le dernier mot du progrès. Mais son heure est-elle venue en France? C'est parce que je veux la République, que je la veux viable, que je la veux définitive. Voyez l'immensité du pas qui est franchi. Des ouvriers vont remplacer la Chambre des Pairs. Une des premières lois, un des premiers décrets, c'est le droit au travail. C'est-à-dire que l'abolition de la misère est étroitement liée au droit au travail. Et pour éviter le chômage, donc, on va organiser des ateliers avec des travaux généraux qui vont permettre de gagner un tout petit peu à ceux qui seront embauchés dans ce cadre des ateliers nationaux. À l'intérieur du palais du Luxembourg, la commission des travailleurs vote les lois qui vont permettre aux 100 000 chômeurs parisiens de retrouver un emploi. Mais il importe au patronat que ces ateliers nationaux restent improductifs pour éviter toute concurrence aux industriels. Cette manœuvre échappe à Victor Hugo, qui ne perçoit qu'une incitation à la paresse. Noble et digne peuple qu'on pervertit. Oisiveté, paresse, fainéantise organisée, aumône qui flétrit le cœur au lieu du salaire qui le satisfait. En 4 mois de fainéantise, on a fait du brave ouvrier un flâneur hostile auquel la civilisation est suspecte. Aveuglé par le spectre de la terreur,
Victor Hugo ne perçoit pas les aspirations des travailleurs et se présente aux élections dans les rangs de la droite. Les notables de province manœuvrent sans peine le suffrage universel, car la France rurale est encore à moitié analphabète, et la nouvelle Assemblée accueille une moisson de députés conservateurs qui va rapidement s'allier aux monarchistes. Ma première parole a été pour demander la dissolution des ateliers nationaux et leur transformation d'une institution nuisible en une institution utile. À partir du moment où les ateliers nationaux sont fermés, l'insurrection de juin est spontanée. Entre le 24 et le 26 juin 1848, la ville s'hérisse de 400 barricades. C'est une véritable guerre civile. L'Assemblée laisse volontairement l'insurrection dégénérer avant de lâcher la troupe. C'est l'occasion de liquider, une bonne fois pour toutes, la canaille. Il sera encore du côté de l'ordre, Victor Hugo. Il est très courageux à ce moment-là. Plus tard, il sera courageux en allant aux barricades en tant qu'insurgé, mais là, il est courageux parce qu'il va aux barricades pour convaincre les insurgés d'arrêter le combat, de se rallier à l'ordre républicain établi. Le poète ne voit pas l'avant-garde du mouvement ouvrier comme la naissance du peuple en politique. À ses yeux, leur émancipation passe par le vote et cette minorité d'insurgés contrevient au suffrage universel. Et très vite, Victor Hugo va le dire, le peuple se battait contre lui-même. Ce qui n'est pas exact. Ceux qui se sont battus, c'est ceux qui ne se retrouvaient pas dans cette République qui, de fait, n'était pas la leur. Parce que ce qu'ils avaient obtenu, de manière extrêmement concrète, c'est-à-dire la diminution du temps de travail, l'abolition du marchandage, l'abolition du travail à la tâche, petit à petit, bien sûr, était grignoté. Comment savoir ce qui s'est réellement passé? En tout cas, rien ne prouve que Hugo ait fait tirer sur des insurgés. D'autant plus qu'il va être absolument indigné, effaré par la répression de juin. Il va constamment se démener pour sauver des condamnés politiques, les sauver de l'exécution, pour les sauver de la déportation. Et voilà, donc on imagine mal Victor Hugo faisant tirer sur la foule. La répression des journées de juin 1848 est orchestrée par le général Cavaignac, qui se présente aux premières élections présidentielles. Le seul candidat pouvant lui barrer la route est un certain Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de l'empereur. La figure de Napoléon, futur Napoléon III, était marquée par un engagement du côté des plus démunis, de la pauvreté. Il a écrit un opuscule dans cette direction-là. La grande majorité des écrivains sont extrêmement sensibles au bonapartisme, c'est-à-dire que l'entrée du peuple dans l'histoire correspond, est concomitant de l'entrée des armées napoléoniennes dans l'histoire. Cette espèce de légende d'épopée, elle est inscrite dans les têtes. Et le neveu bénéficie de cette légende. J'hésitais devant la République, je le déclare. Mais quand j'ai vu la République prise en traître, saisie par des ennemis, jetée à terre, quand j'ai vu son sang couler à flots, alors, moi qui au jour de triomphe m'étais tenu à l'écart, je me suis approché d'elle au moment où tant d'autres s'en éloignaient. Maintenant, je combats pour elle. Républicains, ouvrez vos rangs, je suis des vôtres. Rapidement, Hugo va déchanter. Il va s'apercevoir que ce Louis Bonaparte ne se comporte pas du tout comme on aurait pu l'espérer, vu ce livre « L'extinction du paupérisme », dont le titre pourrait faire penser à l'abolition de la misère pour laquelle lui-même, Hugo, plaide à la tribune de l'Assemblée. Messieurs, vous avez sauvé la société, les institutions, la paix publique. Vous avez fait une chose considérable, mais vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point, tant qu'il y a en dessous de vous une partie du peuple qui désespère.
Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Les types les regardent. Non mais quoi, on va dire ça. D'accord, on a mis ça sur les affiches, mais c'est pour mettre sur des affiches, c'est pas pour faire. C'est ridicule, on va pas combattre la misère, on n'a jamais combattu la misère. C'est Dieu qui a voulu le monde comme il est. Et là, on sent une naïveté incroyable. Et dit comment, mais alors on l'a mis et on n'y croyait pas, et on l'a dit, mais il faut pas le faire, et ça. Il est consterné, totalement consterné par ça. Le tournant politique avec la droite est amorcé avec le discours sur la misère. Ce virage va encore s'amplifier et il coupe les ponts avec l'Élysée après la proposition de loi du comte de Falloux. C'est un ministre de l'Éducation, de l'Enseignement, qui propose une loi sur la liberté de l'enseignement qui, en réalité, confie l'enseignement à la surveillance et au contrôle de l'Église. Et là, Hugo prononce un discours pour un État et un enseignement laïque, non inféodé à l'Église, et bien sûr, ces prises de position sont reçues par un grand nombre de catholiques et de gens de droite comme une rupture totale de Hugo avec leur camp. Ô peuple, tu as bien souffert et tu souffres encore, et tu es bon. Tu as toutes les rapides colères, et aussi toutes les saintes innocences de l'enfant que tu es encore. Hélas, tu resteras enfant jusqu'au jour où l'enseignement gratuit et obligatoire t'aura donné ta légitime part de lumière. Ça va créer le corps électoral de droite, le corps électoral que vise Louis Bonaparte, qui sait très bien qu'il va tôt ou tard se faire nommer empereur. Dans la nuit du 2 décembre, la troupe est déployée dans Paris. L'Assemblée est dissoute, l'état de siège est proclamé. Députés et généraux républicains sont arrêtés chez eux. Hugo tente d'organiser la résistance populaire au coup d'État de Louis-Napoléon et se retrouve à présent de l'autre côté des barricades, où il est confronté à des ouvriers qui ne veulent pas défendre une république bourgeoise qui les a massacrés en juin 1848. Le 4 décembre, la résistance a échoué. Les exécutions commencent. L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là, qui pleurait. Pourquoi l'a-t-on tué? L'enfant n'a pas crié « Vive la République ». Victor Hugo devient Victor Hugo, la figure que l'on connaît, l'immense personnage, particulièrement salué par la totalité des Français. Il devient cette figure à partir du moment où il s'oppose au coup d'État de Napoléon III. Je suis hors de France pour le temps qu'il plaira à Dieu. Mais je me sens inaccessible dans la plénitude du droit et dans la sérénité de ma conscience. Nous, républicains, nous, proscrits, nous sommes le devoir vivant. Que M. Bonaparte en prenne son parti. Pourquoi est-ce qu'il va à Jersey, à Guernesey? Parce qu'il fait le calcul. Qu'est-ce qui a fait le mythe de Napoléon? C'est l'île. Et une île, je suis censé voir la France. Donc, Jersey ou Guernesey. Et on est quand même à une époque où la photo n'est pas du tout développée. C'est tout au début, on ne connaît quasiment pas la photo. Il demande à ses fils d'amener à Jersey et Guernesey tout le matériel pour faire de la photographie, parce que le premier, il comprend l'usage de propagande. Et il utilise en effet la photographie, il se monte sur des rochers, parlant avec Dieu, que sais-je, mais pour se construire le personnage de celui qui représente à lui tout seul la République, la démocratie, et tout est calculé comme ça.
pourquoi il recommence à écrire aussi en disant tout à coup « Mais mon œuvre est une arme. C'est une arme. » Victor Hugo trempe sa plume dans le venin pour écrire Napoléon le Petit, un pamphlet sur l'auteur du coup d'État. Il prolonge son attaque avec Les Châtiments, un recueil de poèmes qui vise à discréditer le régime qui s'installe. Louis Bonaparte est mon essuie-plume. Le misérable n'était cuit que d'un côté, je le retourne sur le grill. Châtiment est un livre qui s'en prend à tout le personnel politique qui a soutenu Louis-Napoléon Bonaparte et qui va profiter d'ailleurs de ce soutien pour exercer toutes sortes de fonctions sous le Second Empire. Il restimule la colère politique de manière magnifique, parce que Napoléon III, il le combat alors qu'il avait presque aidé à son installation. Donc il voit comment un homme qu'il a pu défendre s'est transformé en tyran. Donc il comprend toute la faiblesse du système politique et comment il faut toujours se méfier des pouvoirs. L'erreur de M. Bonaparte est de croire qu'il a proscrit des hommes, qu'il a banni tel ou tel citoyen, qu'il a banni la liberté. On pourra dire que ce qu'il a exilé de France, c'est la France même. Il y a un parallèle très fascinant. C'est que Victor Hugo allant à Jersey et à Guernesey, c'est De Gaulle allant à Londres. Il est tout seul. Et pourtant, il dit « Je suis la France ». Vous vous rendez compte, quelque part c'est ridicule. La France, c'est tous les fonctionnaires, tous les journalistes, tous les patrons, toute l'armée, c'est rallié à Napoléon III. Il dit « C'est moi la France ». Et peu à peu, une grande partie du monde va considérer qu'il est la France, ou plus exactement qu'il y a deux France. Il y a en effet la France officielle, c'est de Napoléon III, bon, mais il y a l'autre France, celle qu'on l'aime, celle du drapeau tricolore, celle d'un Marseillais, c'est Victor Hugo. C'est quelqu'un qui arrive à sauver des vies avec sa seule plume, c'est-à-dire que quand il y a des condamnés à mort dans tel ou tel pays, il écrit, il demande la grâce des condamnés et il lui arrive d'obtenir la grâce de ces condamnés. Ça, c'est tout de même assez extraordinaire. Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'écrivains qui vont se retrouver dans cette situation. Et il revisite tout ce qu'il a été. Et il revisite notamment 1848 en estimant qu'il s'est trompé. Il revisite tous les systèmes politiques. Et effectivement, c'est une espèce de cure de jouvence. Et ça nourrit complètement sa fibre radicale, sa fibre politique. C'est pas le même homme. Mais je trouve même que Victor Hugo, il devient beau. Et c'est un dandy joufflu avec cette espèce de mèche un peu grasse. Et tout à coup, c'est un beau vieil homme, Victor Hugo. Et c'est pas pour rien que dans notre imaginaire, on a tout de suite Victor Hugo vieux. Parce que finalement, je pense qu'il devient en accord avec lui-même, avec son temps. La distance et l'isolement donnent à Hugo l'occasion de renverser sa perception de 1848. Le poète tire alors de la malle au manuscrit Les Misérables, justement abandonné cette année-là pour cause de révolution. Cette épopée du peuple et de la misère incarne l'évolution d'une pensée qui prend la forme d'un manifeste d'utopie sociale. Mais il y a peut-être des choses qu'il n'aurait pas écrites s'il n'y avait pas eu la Révolution. Par exemple, l'épisode des barricades est considérablement augmenté dans la version de 1860. Il est persuadé que l'utopie d'aujourd'hui, c'est le futur de demain. C'est pour ça qu'on voit ces personnages comme Enjolras ou comme Gauvin. C'est-à-dire dans Les Misérables, lorsqu'Enjolras imagine ce que pourrait être le XXe siècle, c'est au moment où il sait que la barricade va tomber et il s'agit de donner un espoir à ses compagnons aussi qu'ils ne sont pas morts pour rien. La question dans la littérature de la visibilité de ces gens qui par ailleurs ne lisent pas, n'écrivent pas, de ces pauvres. En tant qu'individu, on voit dans les romans parfois les quartiers, mais les zones pauvres sont des zones un peu sombres, avec des masses. Là, les personnages de Victor Hugo, Cosette, Marius, on en parle encore. Et ils sont vraiment nés de ces quartiers-là où on n'était personne.
Et ça, on ne peut pas l'enlever à Victor Hugo, donc on peut lui prêter tous les calculs, et c'était un homme ambitieux. Et on voit dans tous les récits de cette époque des illettrés qui pleurent, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas lu, mais ils savent. On voit des paysans qui ne savent à peine lire, mais qui savent réciter des poèmes de Victor Hugo. Et je trouve ça, moi, assez magnifique sur la puissance du verbe, sur l'écriture, et sur ce qu'est le rôle d'un écrivain. On entre plus profondément encore dans l'âme des peuples et dans l'histoire intérieure des sociétés humaines par la vie littéraire que par la vie politique. Vie politique, vie littéraire, deux côtés d'une même chose qui est la vie publique. Juliette est bouleversée en recopiant le manuscrit des Misérables, et l'éditeur écrit à Victor Hugo que les typographes pleurent en imprimant le roman. En revanche, les cénacles littéraires lui réservent un accueil glacial. Même Lamartine le trouve beaucoup trop radical, car il fait espérer la canaille et désespère les bourgeois. Si le radical, c'est l'idéal, alors oui, je suis radical. Moi, ce qui m'a surprise en tant que lectrice attentive des Misérables, c'est que les individus qui se sont insurgés, qui ont été à l'origine de la Révolution de 1848, sont inexistants. Ce sont les Blancs de Victor Hugo dans Les Misérables. Il y a une série de personnages extrêmement fascinants, attachants, mais aucun ouvrier, à l'exception d'un seul, est Fantine, qui meurt très tôt, comme on le sait. Donc, le rôle concret d'une partie de la population va être un tout petit peu oublié. Et on va oublier les grands mouvements, les grands événements de l'histoire qui ont fait le mouvement, mais non pas le sens. Pour le mouvement ouvrier, la vision héroïque et sentimentale du peuple dans Les Misérables ne correspond pas à la réalité des militants de l'émancipation. Ce qui n'empêchera pas Hugo de devenir l'écrivain du peuple. Le Second Empire s'est effondré après la défaite de Napoléon III à Sedan, le 4 septembre 1870, contre les Prussiens. Victor Hugo peut enfin retrouver la France qu'il a quittée il y a près de 20 ans. Quand Victor Hugo rentre à Paris après 19 ans d'exil, il est très très connu. Il essaie de rentrer incognito. Il rentre la nuit, comme ça sera discret. Eh bien, pas du tout, parce qu'à chaque arrêt dans les gares, les gens le reconnaissent et hurlent « Vive Victor Hugo !» Et à son arrivée, il y a un grand comité officiel, il y a le peuple qui l'attend en foule, donc c'est raté. Ou au contraire, très réussi. Ou au contraire, très réussi. Accueil indescriptible. J'ai dit au peuple, vous me payez en 1 heure 20 ans d'exil. La chute de l'Empire et le refus de céder l'Alsace-Lorraine aux Allemands entraînent la proclamation d'un gouvernement de défense nationale qui prépare la résistance de Paris, assiégée par les Prussiens. Victor Hugo endure avec le peuple les épreuves et les souffrances du siège de la capitale. Paris se démolissant lui-même pour se défendre est magnifique. Il fait de sa ruine sa barricade. J'ai faim, j'ai froid, tant mieux. Je souffre ce que souffre le peuple. On a abattu l'éléphant du jardin des plantes. Il a pleuré. On va le manger. Les Prussiens continuent de nous envoyer 6000 bombes par jour. Victor Hugo offre les droits d'auteur des châtiments pour couler un canon qu'on baptise alors les châtiments. Il tire des boulets à plus de 8 km et égale les canons des aciéries Krupp. Je défendrai Paris sous n'importe quel drapeau, pourvu que ce soit le drapeau de la France.
Voilà ma règle. Il faut vaincre et il ne faut pas triompher. En plein siège, des élections sont organisées pour négocier les conditions d'armistice. Victor Hugo s'y présente pour s'opposer à l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Il est républicain d'extrême gauche, il se définit comme révolutionnaire, il lui arrive même de se définir comme socialiste. Bien. Il est élu à Paris, député d'extrême gauche, avec 250 000 voix, je ne sais pas, enfin une norme. Il se trouve que la droite gagne. Adolphe Thiers a apporté à la tribune le traité de paix. Il est hideux. J'ai donné ma démission de représentant. Et il fait un discours inouï, extraordinaire. Le discours de Victor Hugo contre l'abandon de l'Alsace-Lorraine et contre cette paix honteuse, qui pourrait être un discours de l'armistice de 40. C'est vraiment la position de De Gaulle en 40. Et il dit, vous croyez avoir fait la paix, vous n'avez rien fait du tout. Étant donné ces conditions de paix honteuses, humiliantes, le peuple, peu à peu, va vivre dans l'idée de la revanche, va préparer cette revanche. Et ça finira par une guerre bien plus meurtrière que celle qu'on vient de vivre. Et il arrête, il dit, et cette guerre atroce provoquera des révolutions. Et vous me direz, je suis révolutionnaire. Donc tant mieux, je peux le souhaiter. Mais à ce prix-là, non. Le soir, nous avons feuilleté Les désastres de la guerre de Goya. C'est beau et hideux. Pour tout le monde, Victor Hugo, c'était un thermomètre parce qu'à la fois, il poussait les vapeurs, la machine des gouvernements, et en même temps, il refusait les explosions. En fait, c'est ça, Hugo. C'est pas un moteur à explosion, mais c'est un moteur. Et donc, ceux qui trouvaient qu'il en demandait trop, finalement, étaient les conservateurs. Et ceux qui trouvaient qu'il n'allait pas assez loin se vivaient comme les révolutionnaires. Et il était une espèce de ligne de partage, comme ça, à pousser la France à évoluer et en même temps à ne pas aller trop loin dans ses révolutions. La résistance à Thiers et à Bismarck augmente encore le prestige qui auréole Victor Hugo depuis l'exil. Il est devenu la figure tutélaire d'une France progressiste et la gauche le pousse vers le pouvoir. Les révolutionnaires viennent le voir et lui disent « Monsieur Victor Hugo, vous devriez prendre le pouvoir, on devrait vous confier le pouvoir ». Et il s'interroge. Là, on l'a retrouvé dans des notes personnelles. Il ne le dit pas publiquement, mais il s'interroge. Il dit, toute une nuit, je me suis interrogé, est-ce que je dois accepter d'être au pouvoir, de prendre le pouvoir? Et à un moment, d'après ce qu'il écrit, il dit, oui, je dois l'accepter, c'est mon devoir. Ouais, mais le pouvoir aujourd'hui, pour vraiment soulever la France, la résistance, etc., il faut une dictature. La dictature est un crime. Ce crime, je vais le commettre. J'en porterai la peine. Après l'œuvre faite, que j'échoue ou que je réussisse, quand même j'aurai sauvé la République et la patrie, je sortirai de France pour ne plus y rentrer. Coupable du crime de dictature, je m'en punirai par l'exil éternel. Cette idée lui vient pendant 24 heures, puis après, non, il laisse tomber et il ne prend pas le pouvoir. La paix signée par le gouvernement établi à Versailles entérine l'abandon de l'Alsace-Lorraine et déchire la France. Les Parisiens continuent le combat contre Bismarck et le gouvernement capitulard. C'est la commune insurrectionnelle de Paris. Ce qui se passe pendant la Commune de Paris, c'est le peuple de Paris qui résiste à la manière de 48. C'est-à-dire que c'est une résurgence, c'est un moment de fierté extraordinaire. On ne cédera pas. On pourrait dire que la Commune de Paris, c'est la République démocratique et sociale mise en œuvre pendant quelques semaines. Au premier jour de la Commune, le 18 mars 1871, Victor Hugo porte son fils Charles en terre,
à la place qu'il se réservait dans le caveau familial au cimetière du Père-Lachaise. Pour régler la succession de son fils disparu, Victor Hugo doit se rendre à Bruxelles, où habitait Charles. Son départ de France offre l'occasion à l'auteur des Misérables d'observer les expériences de cette nouvelle révolution parisienne avec une certaine distance. Et c'est de Bruxelles qu'il va connaître les développements de la Commune, avec tout ce que ça peut impliquer d'ailleurs d'écart, étant donné que il en est réduit à s'informer dans la presse. Pour Victor Hugo, cette guerre civile s'est déclenchée au pire moment. L'urgence est de repousser l'armée allemande. La révolution, on verra après. Il prend encore plus de distance lorsque la Commune commence à s'attaquer aux monuments de Paris. Le bruit court que le Louvre et les Tuileries brûlent. Je ne puis le croire. Les communards vont fusiller des otages, en particulier des prêtres. Vous imaginez, pour Victor Hugo, par rapport à ses principes, c'est quelque chose d'épouvantable. Il ne peut pas l'accepter. Bon. Et donc, il est écœuré. Il ne peut pas se rallier à Versailles, qui pour lui est l'horreur, et il ne peut pas se rallier aux gens qui font ça, qui est une autre horreur. Férocité des deux côtés. La Commune a exécrablement tué 64 otages. L'Assemblée a riposté en fusillant 6000 prisonniers. 100 pour 1. Hugo, il parle énormément du peuple, mais il n'en fait pas une mythologie. Là où, effectivement, généralement, toutes les ailes révolutionnaires en font une mythologie. Et Hugo, il dit que le peuple est quelque chose qui est à éclipse, que le peuple peut devenir la populace. Et c'est vrai que c'est le peuple qui, au pied des gibets, allait crier à mort. Et ça avait obsédé Hugo. L'armée versaillaise écrase la Commune de Paris dans le sang et pourchasse les combattants à l'intérieur du Père-Lachaise. Le gouvernement de Thiers improvise des tribunaux et exécute ou déporte vers cette guillotine sèche qu'est la Nouvelle-Calédonie. La fureur de vengeance rappelle à Hugo les pires heures de juin 1848 et il se range du côté des communards. Il est, entendez bien, le seul intellectuel ou écrivain qui se lève pour condamner la répression. Zola applaudit à la répression. Zola. Anatole France, qui va être communiste à la fin de sa vie, applaudit à la répression. Georges Sand applaudit à la répression. Et Victor Hugo est le seul qui se lève et qui condamne la répression, alors qu'il avait condamné l'initiative de la Commune. Il va donner asile aux communards qui essayent de se réfugier en Belgique pour échapper à l'arrestation et à la déportation, et déchaîne non seulement la colère d'un grand nombre de bourgeois belges, mais l'incompréhension aussi de ses propres amis. Toute la nuit, tout de même, sa maison est lapidée, alors qu'il est avec ses petits-enfants, et il craint pour la vie de ses petits-enfants. Ils reçoivent des jets de pierre, les vitres sont brisées, ça va tout de même très très loin. Et qu'est-ce qu'ils crient, les gens qui manifestent contre Victor Hugo? Ils crient « à bas Jean Valjean ». Tellement il avait créé un personnage qui existait. Pas une fenêtre ne s'est ouverte. Pas un secours n'est venu. Il paraît que la police était occupée ailleurs. J'ai vu de près cette vilaine mort. L'assassinat. La conclusion qu'en tire le gouvernement belge, c'est qu'il trouble l'ordre public et donc ne trouve rien de mieux que de l'expulser de Belgique. Et il va ensuite mener un combat tout à fait remarquable en faveur de l'amnistie pendant plusieurs années. Je l'ai dit, c'est ma loi. Je défends les vaincus. Et là, il va se représenter aux élections, il va être écrasé. C'est-à-dire que son électorat, il est au bagne, ou il est tué, ou il est mort, ou il est au bagne, ou il est en exil. J'ai eu 93 123 voix. Louis Blanc a entendu ce mot à Versailles. Il y a donc encore 93 000 gredins à Paris ? Battu aux élections, isolé dans son combat pour l'amnistie, plus rien ne retient Victor Hugo à Paris.
il retourne à Guernesey, en exil volontaire, pour y écrire un nouveau roman. Le poète cristallise sa réflexion sur la Révolution française et la Terreur dans 93, alors qu'il est encore tout imprégné par l'écrasement de la Commune et se pose en réconciliateur. Moi, je ne veux pas de service militaire. Je veux la paix. Vous voulez les misérables secourus. Moi, je veux la misère supprimée. Vous voulez l'impôt. Je veux supprimer le prêtre, le juge, le soldat. Ma pensée est toujours en avant. Je fonderai une république d'esprit. L'entourage de Victor Hugo le presse de revenir à la tribune pour mener son dernier combat politique, l'amnistie totale des communards. Le 30 janvier 1876, il est élu sénateur à Paris et il le restera jusqu'à la fin. Cette salle du Luxembourg, je ne l'avais pas revue depuis le 25 février 1848. J'en suis sorti alors pair de France. J'y suis rentré aujourd'hui sénateur. Débat sur l'amnistie. À 3 heures, j'ai parlé. Faites une république sans état de siège, sans bâillon, sans exil, sans bagne politique. Ils sont restés pétrifiés et muets. La démocratie a triomphé et elle va faire un certain nombre de choses qu'il appelait de ses voeux. L'enseignement libre, obligatoire, laïque, c'était un de ses grands objectifs. D'ailleurs, elle va aussi, à une autre de ses demandes qui était l'impôt progressif sur les revenus, elle va le faire aussi, enfin beaucoup de choses. Et donc, paradoxalement, ce personnage qui, depuis 25 ans, était l'anti-pouvoir, hein, il devient l'idéologue presque officiel du pouvoir. Ça ne l'empêche pas d'être toujours critique, d'ailleurs, quand on lit ce qu'il écrit à l'époque. Le salon Victor Hugo, au Sénat, reflète l'image qui nous est parvenue, celle d'un patriarche de la République. Lui qui est passé de la droite monarchique à l'extrême gauche, s'est aliéné, à un moment ou à un autre, tous les partis politiques. Je ne suis pas avec un parti. Je suis avec un principe. Le parti, c'est le feuillage. Cela tombe. Le principe, c'est la racine. Cela reste. La disparition de Victor Hugo va contraindre les partis qu'il avait si souvent rejetés à mélanger leurs couleurs respectives dans une grande communion républicaine. Tout l'hémicycle, de droite à gauche, à moment de sa mort, vote les funérailles nationales. Des bonapartistes jusqu'à l'extrême gauche. Ça veut dire que tout le monde, déjà, veut avoir son bout de Hugo. Et comme il a effectivement épousé son siècle, eu des oscillations, tout le monde veut revendiquer un bout de Hugo. Une foule innombrable, venue de toute la France, se presse pendant plusieurs jours au chevet de l'auteur des Misérables, qui expire le 22 mai 1885. Ils sont 2 millions réunis sur les Champs-Élysées, où ils partagent une immense émotion. Là, le poète de la République devient le poète de la France. Il sait très bien que la République va lui faire des funérailles d'État, mais en même temps, c'est lui qui demande à être dans le corbillard des pauvres. Il veut laisser une trace de ce côté-là. Et c'est toute son ambivalence, c'est de resplendir, d'être une espèce de figure de la République, hein, et de rappeler pour qui et de qui il parlait. Est-ce qu'il avait prévu sa panthéonisation ?
Et c'est une question que se pose la famille. Est-ce que c'est ça qu'il aurait voulu? Ou être à côté de son père, sa mère au Père-Lachaise? Donc la famille finit par dire oui, puisque la Révolution avait fait déjà du Panthéon le temple des grands hommes. Il est le troisième, il rejoint Rousseau et Voltaire. Le peuple peut venir sur les trottoirs, mais pour être du cortège, il faut s'inscrire à la préfecture. Et le cortège est quadrillé, organisé en différentes sociétés. Donc les gens qui veulent être dans ce cortège doivent aller en préfecture, s'inscrire. Et on leur pose des tas de questions. Êtes-vous nombreux? Avez-vous une bannière? Avez-vous renoncé à la Révolution? Ça, c'est une question qu'on leur pose. Et il y en a qui disent non. Et c'est là qu'on leur dit, le drapeau rouge est interdit. Ce qu'ils appellent révolution à cette époque-là est important parce qu'ils appellent ça la révolution sociale. C'est-à-dire comme la République, ils l'ont voulu, beaucoup l'ont voulu. Donc la révolution politique, d'une certaine manière, elle est faite. Même l'extrême gauche est assez favorable, peut-être à part les anarchistes, mais à la République. Mais maintenant, la phase numéro 2, puisque la République est là, c'est une république sociale, une république qui ne soit pas une république bourgeoise, une république qui abatte la misère. Et c'est là que ça se crispe, et que c'est toujours crispé depuis cette époque.